Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, nous continuons notre chemin des 8 membres du yoga. Après avoir vu les yamas et les niyamas dans les épisodes précédents, nous allons aborder le 3e membre du yoga, asana, que l'on traduit par les postures. On verra ce qu'en disent les textes, ce qu'il est important de savoir pour commencer sur ce chemin. Première chose à savoir, c'est que Patanjali ne dit presque rien sur les postures, autre qu'elles doivent être stables et confortables. On doit pouvoir les tenir longtemps sans que ça soit difficile, et c'est principalement pour pratiquer la méditation. Notre cœur ne doit pas être un obstacle pour la suite. J'aime bien la définition de Bernard Bouchot qui donne le sens au yoga d'être présent dans son corps, habiter, exister, vivre en lui. Alors souvent dans les cours, on associe les postures à des noms d'animaux. Et on peut constater qu'il y a différents types de postures. Aujourd'hui, donc, on les distingue suivant plusieurs catégories. Il y a en premier lieu les postures de méditation, comme la plus célèbre d'entre elles, la posture du lotus, que l'on attribue d'ailleurs souvent aux yogis méditants. Mais aussi ça peut être la posture du diamant, c'est quand vous êtes assis sur vos talons. Et il y en a d'autres aussi. Il y a des postures pour le développement physique, que l'on peut diviser en 2 catégories, les postures de développement et les postures de relaxation. Les postures de développement ont des bienfaits physiques. Par exemple, certaines postures ont des effets sur le système digestif, d'autres sur le diabète, les glandes thyroïdes ou encore les sciatiques. Les postures de relaxation sont destinées à mettre au repos le corps, généralement entre 2 postures, comme la plus connue Shavasana, la posture du cadavre, allongé sur le dos, bras et jambes écartés du corps et paumes de main vers le ciel. Il y a aussi la posture de l'enfant, qui est vraiment très utile pour retrouver calme et sérénité. Alors la posture de l'enfant, on est généralement assis sur ses talons et on vient essayer de poser la tête au sol. Alors voilà, maintenant, quels sont mes conseils pour pratiquer? Déjà, dans un premier temps, oubliez le postulat selon lequel vous n'êtes pas souple. J'entends tellement souvent les personnes me dire ben non, le yoga c'est pas trop pour moi parce que je suis pas très souple. En fait, on a tous nos limites au niveau du corps, du fait de notre histoire, des épreuves auxquelles nous avons été confrontés. Et ici en yoga, on oublie beaucoup la compétition ou la culture de la réussite. On n'est pas là pour avoir un résultat forcément tout de suite. Ensuite, on pratique le yoga pour soi avant tout et pas pour les autres. C'est ce qui découle un peu de ce que je disais avant. Finalement, le yoga, c'est pas une compétition, c'est une discipline très intérieure. D'ailleurs, en Hatha Yoga, nous avons pour beaucoup les yeux fermés. On prend ainsi conscience de son corps. On tente de l'écouter sans forcer. Conseil un peu plus pratique, il vaut mieux pratiquer à jeun ou le plus possible à distance des repas. C'est plus simple pour le corps de pouvoir faire ces mouvements-là et on n'est pas embêté par la digestion qui peut se faire. Ensuite, s'il y a une chose qu'il faut faire quand on débute, c'est commencer avec un professionnel. D'une part parce que vous ne savez pas forcément bien vous positionner. Et après, ça vous permet aussi de trouver votre yoga car comme je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent,
Il y a beaucoup de styles différents de yoga. Donc, il faut que vous trouviez le vôtre. Ensuite, la lenteur est votre allié. Vous devez vous mettre dans la posture sans à-coups, dans un rythme lent et conscient. Et ça, c'est la clé pour ne pas se faire mal. Si vous pratiquez à la maison, trouvez l'espace et le temps propice à votre pratique. Moi, j'ai un lieu dédié à ma pratique. Je n'ai pas à préparer du matériel à chaque fois, c'est plus simple. De même, il est plus simple d'être tranquille et au calme pour pratiquer. Les interruptions ne vous aideront pas à vous détendre. Patanjali parle dans les Yoga Sutras d'une pratique régulière, mais avec une attitude de non-attachement. Ce qui est très important. En tout cas, l'indispensable est de vous faire plaisir et de prendre un peu soin de vous. Dans beaucoup de cours, après les asanas, il y a des exercices respiratoires. Et ça, je vous en parlerai dans le prochain podcast de notre série sur les 8 membres du yoga. Ce seront les pranayamas. Pour conclure, comme à l'accoutumée, je vous partage des lectures sur le sujet. Avec en premier un livre que j'aime beaucoup, Asana, Pourquoi et comment de O.P. Tivaridh, de l'Institut Kavalyadam, dont le but est la compréhension philosophique et scientifique du yoga. Il y a des photos et des explications sur les postures ainsi que leurs effets, mais ça reste très accessible. Et dans un registre tout autre, j'aime beaucoup aussi l'enseignement du yoga par Mark Stephen, qui est un manuel très complet sur les postures, mais aussi comment le transmettre. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.